Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webinaire organisé par Finance Innovation sur le sujet de la biodiversité, les risques et les dépendances, comment comprendre et évaluer ces impacts. C'est un webinaire organisé par Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est le pôle de compétitivité français dédié à la finance digitale. On réunit, plus de 600 acteurs, de l'écosystème financier, et on est, répartis en plusieurs filières. Aujourd'hui, c'est un événement organisé par la filière finance durable et solidaire qui réunit une quarantaine d'entreprises, du secteur de la finance environnementale et inclusive, et on a le plaisir d'inviter, nos intervenants aujourd'hui à parler sur, ces sujets clés de la biodiversité. Donc sans plus tarder, je passe la main à Ariane Hiver de Nexalog Consulting qui aura le plaisir de modérer cette table ronde. Bon événement à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Mathéo pour cette petite introduction. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'animer cette table ronde organisée par Finance Innovation sur le thème de la biodiversité. Merci beaucoup de prendre du temps sur votre pause déjeuner pour vous joindre à nous. Donc moi, je m'appelle Ariane Hiver et je suis consultante manager en finance durable. Je travaille pour le cabinet Nexalog Consulting. Donc notre cabinet est spécialisé dans l'accompagnement des acteurs financiers. Et au sein de mon équipe, nous menons des missions de conseil sur les enjeux de durabilité et spécifiquement sur le sujet de la biodiversité. Je suis aujourd'hui accompagnée de 3 intervenants avec lesquels nous allons aborder donc le sujet de la biodiversité et plus spécifiquement, on va se demander comment est-ce qu'en tant qu'acteur financier, on peut prendre en compte et évaluer les impacts des entreprises que nous finançons sur la biodiversité et l'autre phase de la pièce, comment est-ce qu'on peut évaluer les dépendances de ces mêmes entreprises au service écosystémique. Alors, je commence par un petit rappel du cadre. On a 1 heure ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est de partir sur 50 minutes d'échange avec donc les intervenants à la table ronde et puis de garder 10 minutes pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dédié pendant l'échange et je les prendrai à la fin des débats. Je vous propose de commencer par un petit tour de table de nos 3 participants. Donc, bonjour Alix. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Alors moi je suis directrice ESG et RSE chez Siena. La biodiversité, c'est un sujet qui nous tient très à cœur. C'est un des 3 thèmes que nous adressons de manière systématique et prioritaire, tant au niveau de nos opérations qu'au niveau de nos investissements. Et on a d'ailleurs lancé un fonds de dette privée dédié à la biodiversité en Europe l'année dernière. Merci beaucoup, bienvenue. Bonjour Fanny. Bonjour à tous, merci Ariane. Pour ma part, je suis responsable ESG chez Greenscope, une solution leader sur le marché de reporting ESG. On facilite la collecte et la restitution intelligente d'indicateurs ESG, notamment pour tous les reportings réglementaires. Et on verra que la biodiversité fait partie des indicateurs à reporter dans le cadre de ces reportings, mais on aide aussi sur différentes verticales ESG, donc la biodiversité en fait partie. Et on accompagne des fonds d'investissement et des entreprises sur ces thématiques. Bienvenue, merci d'être ici. Et bonjour Jérôme. Bonjour Ariane, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, je vous parle depuis Montréal, depuis les bureaux d'Habitat, qui est une firme de génie environnemental dédiée aux solutions nature et à la biodiversité. C'est une firme que j'ai fondée avec 2 collègues et dont j'assure la présidence aujourd'hui. Alors nous accompagnons des pouvoirs publics, des acteurs financiers, des entreprises sur ces questions de biodiversité. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. On sait qu'à Montréal, il est 6h35 du matin, donc merci beaucoup de vous connecter aussitôt pour cette table ronde. Écoutez, je suis ravie que vous soyez tous les 3 avec nous pour traiter de cet enjeu qui est complexe. Pour rappel, la préservation et la sauvegarde de la biodiversité, c'est, on le sait, un enjeu central pour le vivant et partant pour notre économie. Je vous redonne un chiffre important qui est issu de l'accord Kunming-Montréal qui a été adopté lors de la COP 15. Dans cet accord, ce que nous dit la cible 19, c'est qu'il faudrait investir au moins 200 milliards de dollars par an d'ici 2030
pour protéger la biodiversité dans le monde et qu'en fait, il est capital de réussir à mobiliser les capitaux privés pour ce faire. Donc le rôle des acteurs financiers, il est primordial et nous avons une responsabilité collective dans le fléchage des investissements vers des activités économiques plus respectueuses des écosystèmes. Donc merci à tous les trois. Je pense que c'est important d'avoir à la fois une représentante d'un investisseur, quelqu'un qui travaille sur les méthodologies d'évaluation, et puis le pan effectivement avec Greenscope de la gestion de la donnée et de voilà qu'est-ce qu'on en fait et comment on la reporte. Pour lancer cette table ronde, je vais donner la parole à Jérôme. Pourrais-tu reprendre pour nous le lien qui existe entre biodiversité et économie et qui justifie la nécessaire prise en compte de cet enjeu par les acteurs financiers dans leurs investissements? Avec plaisir. D'abord, je dirais que nous sommes la biodiversité. Nous sommes une des 8 millions d'espèces qui peuplons la Terre, donc notre indépendance avec la nature, elle est primordiale. C'est la santé humaine, c'est notre vie qui en dépend et évidemment notre économie. Je dis ça parce que c'est paradoxal, hein? Nous en sommes complètement dépendants pour ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous buvons, mais de l'autre côté, les indicateurs tournent au rouge depuis des décennies et il y a plusieurs façons de comprendre et d'illustrer ça. Il y a un concept qui est né dans les années 1970 qui nous aide à comprendre nos interdépendances et nos relations avec la nature, c'est celui des services écosystémiques. Donc, quels sont les bénéfices, les contributions de la nature qui sont bénéfiques pour nos sociétés, les ménages, les individus. Ce sont des cadres qui sont basés sur des valeurs plurielles, hein. Nous voulons respecter la biodiversité, la protéger, d'abord pour des valeurs intrinsèques, hein, cette nature qui coévolue avec nous depuis des centaines de milliers d'années et bien avant. Le vivant se construit depuis des centaines de millions d'années. Donc, il y a des valeurs de préservation des espèces. Il y a des valeurs relationnelles aussi avec lesquelles nous interagissons avec la nature. Et il y a des valeurs d'utilité. Donc, pensons aux services d'approvisionnement, des services d'eau, de biomasse, de bois, d'énergie. Il y a des services de régulation, la régulation du climat, la pollinisation, des habitats de biodiversité, des services culturels. Donc, c'est un cadre, là, celui des services écosystémiques, qui est très important depuis le début des années 2000 et qui sculpte plusieurs politiques. On a même fait l'exercice économique, c'est une des spécialités de mon laboratoire, de ma chaire de recherche, de faire une évaluation économique des services écosystémiques. Il y a un exercice global là, qui a été réalisé au milieu des années 2010 et qui montrait une valeur de entre 120 et 140 000 milliards de dollars américains là, sur la valeur des bénéfices gratuitement rendus par les écosystèmes, ce qui est beaucoup plus grand que le PIB mondial. En parlant de PIB mondial, il y a des chiffres qui nous disent que plus de la moitié du PIB, donc des activités qui créent la valeur, qui créent la richesse pour les nations, sont directement dépendantes de la biodiversité. Pensons au secteur de la foresterie, de l'agriculture, des pêcheries, du tourisme et même de l'énergie. On est en directe relation avec des éléments naturels. C'est encore plus vrai au Québec, hein. Nous sommes une terre de grands espaces. C'est 50% du PIB qui dépend directement de la nature. Si on regarde dans une définition canonique de ce qu'est l'économie, on peut penser à 3 types de capitaux. Il y a le capital productif, ce sont les biens, les services, les infrastructures qui nous permettent de construire l'économie et les indicateurs tels que nous les connaissons. Lorsque nous regardons des indices boursiers, des valeurs d'investissement, un nombre d'emplois, c'est un capital productif. Il y a un deuxième type de capital qui est le capital humain. Donc, c'est l'ensemble de nos capacités, le savoir, l'innovation, comment nous pouvons, à titre de société, contribuer à l'évolution de cette économie. Et il y a un troisième type de capital qui est le capital naturel. Lorsqu'on regarde les tendances sur l'évolution de ces 3 types de capitaux, et ça a été repris dans un rapport qui a fait école, le rapport Dasgupta, publié au début des années 2020 et qui reprenait 25 ans d'évolution de ces 3 types de capitaux, eh bien, on a montré que sur une période de 25 ans, des années 90 au milieu des années 2010, le capital productif a doublé. Donc, une augmentation de 100%, une augmentation de 20% du savoir, du capital humain et une dépréciation de 40% du capital naturel. Donc, c'est vraiment ici, je trouve que ça illustre vraiment bien
la direction dans laquelle nous allons, c'est-à-dire que lorsque nous regardons avec une certaine lunette, notre économie va bien, mais nous sommes en train littéralement de tirer le tapis sous les pieds de cette économie. Donc, les socles fondamentaux, le capital naturel, les ressources naturelles qui sont la base de nos économies, eh bien, se dégradent. Pourquoi? Pourquoi c'est si important et ça se dégrade autant? Il y a plusieurs raisons. Je dirais qu'on a mal compris les interrelations humains, économie, nature. On n'a peut-être pas voulu les voir pendant longtemps, mais il y a aussi des caractéristiques de la complexité de la biodiversité qui l'expliquent. Je fais un petit parallèle avec les changements climatiques. La question des changements climatiques est absolument loin d'être résolue, mais lorsqu'on y réfléchit, il y a des éléments qui sont assez simples pour nous aider à construire des mécanismes. Un des éléments assez simples, c'est qu'on se réfère à une tonne de carbone, une taxe carbone, une bourse de carbone, des mécanismes de compensation. Il y a des dénominateurs communs. On veut limiter le réchauffement à 1,5 à 2 degrés Celsius. Donc, on navigue dans des eaux qui sont facilement digestibles pour les milieux de la finance, de l'économie, scientifique, du grand public. Lorsqu'on se penche sur la biodiversité, on fait face ici à des éléments qui sont mobiles, silencieux, invisibles, qui sont spatialisés, qui sont difficilement reproductibles ou compensés d'une localité à une autre. Donc, ça rend le défi beaucoup plus complexe de remettre ça dans des cadres qui sont les nôtres, qui sont compréhensibles par le secteur de la finance. Cette complexité, et je vais m'arrêter ici, mais cette complexité a fait en sorte que lorsqu'on a décidé de faire des années 2010 la décennie de la biodiversité, lors de la COP10 à Nagoya avec les objectifs d'Aichi, on s'est dit, le climat, on en parle beaucoup, le protocole de Kyoto, on a eu des éléments qui ont été marquants dans notre lutte contre les changements climatiques. On a voulu faire la même chose dans les années 2010 et on s'est retrouvé juste avant la pandémie avec des cibles ratées sur l'ensemble de ces objectifs. Ce qui a amené pour moi une belle lueur d'espoir à Montréal en 2022 lors de la tenue de la COP 15, la conférence des parties sur la biodiversité, où on a défini un nouveau cadre mondial sur la biodiversité et qui se base sur 23 cibles. Pourquoi je dis que c'est intéressant et c'est porteur d'espoir, c'est que non seulement plusieurs de ces cibles touchent directement les secteurs de l'économie et de la finance. Ariane, vous avez fait allusion là aux cibles de réduction de 500 milliards des subventions néfastes à la nature, mais il y a aussi des cibles sur les mécanismes économiques, sur les cadres de divulgation des entreprises. Donc, on a ici une feuille de route qui nous aide à construire la décennie 2020 avec un angle un petit peu plus intégrateur sur les questions de biodiversité, finance et entreprise. Et le deuxième point, je m'arrête là-dessus, qui me fait dire qu'on s'en va dans la bonne direction, c'est qu'à Montréal et depuis, autant lors des grandes rencontres internationales qu'au niveau des stratégies nationales, on voit les acteurs du milieu de la finance de plus en plus mobilisés. L'innovation qu'on a peut-être vu s'étaler sur 10 à 15 ans au niveau climatique, en quelques 3 années, elle a vraiment pris son envol. On voit une recherche de solutions, des outils qui sont très, très concrets, des projets pilotes qui sont mis en œuvre. Je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que on reconnaît l'urgence de la situation, on se tourne vers des solutions et on veut faire avancer de façon frontale une législation, des cadres réglementaires, mais aussi à notre propre échelle, au niveau organisationnel, des solutions qui sont peut-être un prêt-à-porter pour les entreprises qui sont en portefeuille et qui nous aideront à avancer collectivement. Effectivement, alors je reviens immédiatement sur un point que vous avez mentionné et sur la comparaison entre le capital naturel et puis les autres types de capitaux. On a la question dans le chat sur le nom du rapport que vous mentionnez en 2020 et qui justement établit cette comparaison dont à titre personnel je n'avais jamais entendu et qui je trouve est très parlante. Est-ce que vous pourriez nous redonner le nom du rapport? Oui, c'est le rapport du nom de son auteur, Das Gupta, D-A-S-G-U-P-T-A, du nom de l'économiste qui a été mandaté par le gouvernement anglais pour produire ce rapport.
Parfait. Merci beaucoup pour cette précision. Et donc, vous le rappeliez, effectivement, on a le cadre, donc le cadre qui a été défini dans le cadre de Kunming Montréal. Et puis après, on voit aussi que pour les acteurs financiers, il va y avoir des exigences d'ordre réglementaire sur les sujets de biodiversité et des exigences aussi de transparence. Donc, Fanny, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un petit point sur les exigences existantes actuellement? Tout à fait, merci beaucoup Ariane et je rejoins tout à fait Jérôme sur ce qui a été dit. Peut-être pour reprendre aussi un peu de hauteur au-delà des chiffres clés qu'a repartagé Jérôme et qui sont vraiment percutants d'un point de vue purement acteur financier. Aujourd'hui, 42% des actifs dépendent du vivant. C'est un chiffre de la Banque de France. Donc je complète les chiffres de Jérôme en montrant qu'il y a aussi un aspect vraiment lié aussi au risque, hein. Donc tous les acteurs ont intérêt à se mobiliser sur ces sujets. Et d'après le Forum économique mondial de Davos, la biodiversité serait le troisième risque le plus important pour l'économie mondiale. Donc il faut vraiment s'en saisir. Et effectivement, dans le cadre mondial de la biodiversité qui a été défini Kunming-Montréal lors de la COP 15, il y a un des objectifs, donc Jérôme parlait des différentes cibles, qui est l'objectif 15, qui était de mettre en place des solutions de reporting et de pouvoir mesurer son impact et son empreinte biodiversité. Et donc, ça a engendré, en fait, le cadre donne, disons, une direction, mais ensuite, cette direction, elle est incarnée par un certain nombre d'obligations de transparence. Donc, il y a deux grands types d'obligations de transparence. Il y a les réglementations qui engagent les acteurs juridiquement, et donc la SFDR, par exemple, qui concerne les acteurs financiers, en fait partie. Et il y a les initiatives de normalisation, par exemple la TNFD, donc Task Force on Nature Related Financial Disclosure, est pour le coup une initiative qui est développée à l'échelle internationale et qui est volontaire, mais qui influence grandement les pratiques de marché et donc qui est suivie par un certain nombre d'acteurs économiques. Et donc peut-être pour redonner le paysage réglementaire, puisqu'il est assez riche, parmi les cadres réglementaires, ceux que vous connaissez très bien, c'est la taxonomie européenne qui a intégré à un des 6 piliers environnementaux celui sur la biodiversité. La SFDR, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est notamment ce qui va concerner les sociétés de gestion qui lèvent des fonds articles 8 et 9 pour pouvoir faire de reporting sur leurs produits financiers et en particulier pouvoir dire quelles sont les entreprises qui sont situées dans des zones à risque, par exemple, quelles sont les principales actions mises en œuvre en faveur de la biodiversité, quels sont les impacts principaux aussi sur la biodiversité des activités économiques des entreprises dans lesquelles ces sociétés de gestion investissent. Et en France, on a été assez novateur sur le sujet de la biodiversité puisqu'on avait déjà mis en place la loi LEC, enfin la loi énergie-climat article 29, qui permet d'inscrire aussi la biodiversité et le climat dans une trajectoire et donc qui permet d'aligner les portefeuilles avec des objectifs biodiversité et climat, donc d'aller un peu plus vite sur un peu plus loin dans la mesure et l'évaluation justement des risques physiques et de transition et de pouvoir reporter sur ces risques dans le cadre de la biodiversité. Voilà. Et donc après, pour citer aussi deux autres initiatives, donc TNFD, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais ce qui est intéressant aussi quand on suit des trajectoires, c'est de parler du SBTN, donc il y a un peu l'équivalent du SBTI côté climat, mais côté biodiversité. Donc comme ça, vous avez un paysage assez large de tous les cadres et initiatives. Mais peut-être pour rappeler aussi, ce qui est important, c'est que au-delà de ces réglementations, c'est de pouvoir ensuite, grâce à la transparence qu'on apporte sur les indicateurs biodiversité, mettre en place les bonnes actions et véritablement réussir à inscrire son portefeuille dans une trajectoire durable. Ouais, tout à fait. Donc merci Fanny. Effectivement, donc on comprend bien le panorama à la fois dans l'exigence d'agir face à l'urgence de la dégradation de la biodiversité, et puis ces exigences réglementaires ou ces cadres de reporting volontaire comme la TNFD, le SBTN. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur financier? On trouvait ça intéressant d'avoir l'exemple de Sienna Investment Manager, pour le fonds qui a été lancé en décembre dernier sur donc un fonds de dette privée dédié à la biodiversité, une première sur le marché. Donc, Alix, est-ce que vous pouvez nous reprendre un peu, voilà, la jeunesse du fonds et puis sa thèse d'investissement?
Oui, bien sûr. Alors, la jeunesse du fonds, ça vient principalement du croisement entre la demande de deux de nos investisseurs institutionnels qui nous ont demandé début 2024 de travailler sur un projet de fonds biodiversité, mais aussi nous qui avions cette volonté d'apporter notre pierre à l'édifice en termes de biodiversité. Et on se dit que la meilleure façon de le faire, en tout cas en tant qu'acteur financier, en tant que gérant d'actifs, c'était de créer un fonds qui adresse ces enjeux liés à la biodiversité. On a, après avoir regardé ce qui se passait sur le marché, donc on a vu qu'il y avait un certain nombre de fonds listés qui traitaient déjà des sujets biodiversité, et on a vu qu'il y avait quand même une niche à combler pour des fonds d'actifs privés en Europe. Aujourd'hui, il y a peu de fonds d'actifs privés qui traitent les sujets de biodiversité en Europe, et donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé dans cette voie-là. La première chose qu'on a faite, c'est qu'évidemment, ce fonds, on l'a inscrit dans un cadre international et dans un cadre scientifique. Donc, Jérôme les a rappelés tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dedans, mais pour nous, c'était très important non seulement de prendre en compte les pressions qui sont définies par l'IPBES, par exemple, mais encore d'apporter des solutions à 3 cibles de l'accord de Penn-Montréal, 3 sur 23, parce que ça nous permet de parler le même langage avec l'ensemble de nos parties prenantes. Alors, évidemment, les entreprises qu'on va financer, mais aussi nos investisseurs et puis les différents prestats qu'on peut utiliser pour ce fonds-là. Ce fonds, il a pour objectif de financer des entreprises européennes, donc on intervient bien en dette, donc c'est bien du financement d'entreprises européennes qui vont apporter des solutions ou alors qui sont en transition pour avoir un meilleur impact biodiversité. Nous avons donc identifié 3 types d'entreprises ou de projets que nous pouvons financer. Premier type d'entreprise ou de projet, ce sont des entreprises dites de solutions. Ça veut dire qu'elles apportent une solution directe face aux enjeux qui sont liés à l'érosion de la biodiversité, soit en termes de préservation, soit en termes de restauration. Ça, on espère maximiser cette poche dans le portefeuille, mais je ne peux pas vous le garantir parce que comme on intervient en dette, en général, ce sont des entreprises qui apportent des solutions directes, ce sont des entreprises qui sont pas très matures, qui sont très innovantes, qui sont en train de construire leur franchise technologique. Et donc, elles ont besoin de capital, elles ont besoin d'équiteurs, elles ont moins besoin de dette souvent. Donc, peut-être qu'on arrive un tout petit peu en amont de l'appétence du marché, mais on ne désespère pas et on est sûr qu'on va quand même réussir à trouver ce genre d'entreprise. Un exemple très concret sur ce genre d'entreprise, c'est par exemple des entreprises qui feraient de l'agriculture régénératrice, par exemple, ou alors une entreprise qui fabriquerait je ne sais pas quel device qui permettrait d'utiliser moins d'eau, ou je ne sais pas quelle solution qui permettrait d'apporter une solution directe face aux enjeux biodiversité. Deuxième type d'entreprise que nous souhaitons financer, et ça je pense que ça va être le gros du portefeuille et de toute façon c'est essentiel, ce sont des entreprises dites en transition. Donc c'est des entreprises qui ont besoin de financer leur CAPEX pour changer leur business model, pour changer leur appareil industriel finalement, pour avoir un meilleur impact en termes de biodiversité. Donc là, on peut retrouver des entreprises quasiment dans tous les secteurs de l'économie. Et on va beaucoup traiter, je pense, de sujets qui tournent autour de la dépollution, mais on peut quand même imaginer des entreprises en transition dans le secteur des services, évidemment. Et troisième type d'entreprise, là, ce sont des entreprises qui mettent en œuvre des très bonnes pratiques d'un point de vue biodiversité. Et en fait, si on les finance, on se dit que notre financement va permettre à ces très bonnes pratiques de se diffuser dans leur secteur de l'économie. Et ça nous semble très important, en fait, d'embarquer l'économie et la transformation de l'économie vers un modèle qui est plus vertueux en termes de biodive. Parce que Jérôme le rappelait tout à l'heure, et Ariane aussi, tu le disais, on ne peut pas traiter des sujets économiques si on ne traite pas des sujets biodiversité. Les deux sont intrinsèquement liés. Et alors, sur ce fonds, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont vous avez travaillé pour structurer la partie donc indicateur de performance? Oui, alors c'est très important. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce fonds, c'est un fonds qui est article 9. C'est aussi un fonds d'impact et c'est un fonds de partage. Donc, on se met quand même un certain nombre de contraintes sur ce fonds et on en est absolument enchanté, parce qu'on se dit qu'on va le plus loin possible dans l'exercice de gestion d'un fonds biodiversité. Et donc, la partie indicateur de performance est centrale dans la gestion du fonds. Ce qu'on fait, évidemment, sur ce fonds, c'est qu'on a besoin d'avoir un indicateur qui est agrégé et qui parle à tout le monde.
C'est d'ailleurs ce que nos investisseurs nous demandent. Et donc, on va utiliser le kilomètre carré MSA. On utilise la méthodologie qui est développée par Iceberg Data Lab là-dessus. Ça nous permet d'avoir une vision consolidée au niveau du portefeuille, mais on trouvait que c'était pas suffisant de s'arrêter simplement à cet indicateur kilomètre carré MSA. Et on a voulu aller beaucoup plus loin et on souhaitait identifier des indicateurs de performance qui sont matériels et qui sont pertinents pour l'entreprise en question. Ça veut dire que de façon très concrète, si on a 15 lignes dans le portefeuille, on va peut-être avoir entre 30 et 40 indicateurs de performance différents dans notre portefeuille. Et c'est pas grave parce qu'il n'est pas question qu'on les agrège au niveau du portefeuille. On va bien les gérer au niveau de chacune des entreprises. Et ces indicateurs-là, ils vont nous permettre non seulement de nous assurer que l'entreprise progresse à court, moyen et long terme sur les sujets biodiversité qui sont matériels pour elle. Ce sont des indicateurs qui sont physiques, donc ça veut dire que c'est très très concret. Et en plus, comme c'est un fonds d'impact, nous mettons en place ce qui s'appelle des clauses d'impact. Ça veut dire que si l'entreprise atteint des seuils ESG, mais évidemment biodiversité, année après année, nous, on est prêt à baisser le taux d'intérêt. Et en général, quand l'entreprise atteint une clause d'impact, une année, on va baisser son taux d'intérêt de 50 points de base. Donc, c'est pas du tout négligeable. Ce qui nous permet aussi d'inciter l'entreprise à vraiment aller dans cette direction-là. On se coupe un petit peu de performance, on en est bien conscient, mais c'est pas grave, c'est notre façon à nous d'agir là-dessus. Donc, vous voyez, toute la partie indicateur, elle est essentielle dans la gestion du fonds. Et donc, pour ce faire, nous, chez Sienna, on n'est pas expert biodiversité. Donc, on s'appuie sur Habitat pour nous proposer, alors non seulement pour nous faire toute l'évaluation biodiversité de chacune des entreprises que nous souhaitons financer, mais aussi Habitat nous propose des indicateurs qui semblent pertinents pour Habitat, et ensuite charge à nous de voir avec l'entreprise si les indicateurs qui ont été proposés par Habitat sont faisables ou pas en termes de suivi. Donc après, il y a quand même un dialogue avec l'entreprise pour nous assurer que l'entreprise va pouvoir les suivre et va pouvoir s'améliorer là-dessus. Ok, très bien, merci beaucoup. Je retiens que c'est particulièrement innovant, donc notamment sur la partie des clauses d'impact pour le fonds, et ça c'est vraiment intéressant sur ce type de produits financiers. Ça fait la passerelle, du coup la place à Jérôme pour que vous puissiez nous détailler effectivement la manière dont vous avez accompagné Sienna donc sur ces indicateurs d'impact que mentionnait Alix. Oui, en fait, Alix l'a très très bien mentionné. Pour moi, c'est une danse à deux temps. C'est-à-dire qu'au départ, on doit étudier, qualifier, se pencher sur un investissement, et ensuite il y a le suivi. Donc la mesure et la qualification de l'impact se fait dans des pas de temps différents. On peut penser à très court terme, comment je construis ce fonds biodiversité, comment comme investisseur je me penche sur certaines opportunités, mais ensuite aussi comment dans le temps ça peut s'inscrire dans une vision. Je dirais, avant de sauter dans un peu la technique et comment on le fait, c'est que moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est qu'il y a une communauté de valeurs. Il y a des relations humaines qui sont éminemment importantes. On peut y aller parfois avec une technique, des modèles hyper poussés, mais ce n'est pas un chemin un sentier qui est bien battu, dans lequel on s'avance sans aucun défi. Alors, dans une route chaotique, il faut avoir des partenariats solides, et je dirais qu'avec Alix, avec l'équipe de Sienna, depuis bientôt 1 an, on essaie de regarder quelle forme ça peut prendre. Et je donne une partie du crédit à notre développement d'outils vraiment à l'équipe de Sienna, ce qui nous a amené dans ces mois de discussion et de bien comprendre les besoins de notre partenaire à développer. Nous avons chez nous une équipe de recherche et développement où nous avons pris des modèles, repackagés, remis ensemble différentes approches sous le nom d'un outil qui s'appelle Nature Invest. Donc, Nature Invest que nous avons lancé à Cali lors de la COP 16 en octobre dernier. C'est un outil d'aide à la décision qui nous sert à évaluer l'impact potentiel d'investissement sur la biodiversité. Donc, nous ne faisons pas d'analyse financière, mais plutôt l'extra-financier en matière de biodiv, et on va regarder différents éléments au sein d'une entreprise ou de ses activités. C'est que d'abord, on va regarder quelle est l'intention. Il peut y avoir, là on est vraiment au niveau de l'organisation.
Et on va se demander quelle est l'importance de la biodiversité qui est démontrée par l'entreprise à travers ses pratiques. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose qui est depuis un certain moment sur le radar et qui est pris en compte de façon plus structurelle, systématique que cosmétique? Ensuite, est-ce que dans l'intention de l'entreprise, on est aligné sur les cibles du cadre mondial de la biodiversité? Est-ce qu'on a une compréhension de nos impacts? Et pour bien mesurer l'intention, ce que ça nous amène à faire, c'est de faire une enquête, des sondages auprès des gestionnaires de l'entreprise. Donc, on a développé un questionnaire avec une grille d'analyse qui nous permet d'évaluer certains facteurs, de les pondérer. On a évidemment une analyse de l'impact direct sur le territoire. Donc, on va aller regarder la composition de communautés écologiques, on va regarder la distance avec des aires protégées, on va regarder la sensibilité de bassins versants. Donc, il y a un ensemble d'indicateurs comme ça qui nous permettent de positionner l'entreprise ou ses activités dans l'espace pour comprendre d'un côté, est-ce qu'on est sur un territoire sensible? Est-ce qu'on se porte à risque de vouloir développer, consolider des activités? Et de l'autre côté, est-ce que les pratiques mises en œuvre par cette entreprise ont un potentiel, comme l'exprimait Alix, d'être partie de la solution, où on atténue l'impact? Est-ce qu'on est neutre? Est-ce qu'on a une vision qui s'inscrit dans le temps? Donc, pour ce faire, nous regardons un ensemble de bases de données. Nous avons des modèles qui sont travaillés au sein de l'entreprise depuis un petit peu plus de 7 ans. Nous avons des antennes dans les universités, donc c'est des éléments qui sont assez pointus, mais qui nous permettent d'avoir un regard assez précis, une bonne échelle, sans aller sur le terrain, mais des impacts potentiels. Il y a 2 autres axes que nous regardons qui sont bien importants aussi, parce que l'impact écologique, c'est vraiment le cœur de ce qu'on veut regarder, mais si on découple ça de l'intention de l'entreprise, tout comme l'additionnalité et la mesurabilité, qui sont 2 autres boîtes très, très importantes, on n'a pas un portrait global de notre investissement. Donc, quand je parle d'additionnalité, de pérennité, ben on cherche à savoir si le projet en question va au-delà de la réglementation en place. Nous le savons, autant en Amérique du Nord qu'en Europe, il y a des cadres, il y a des lois qui nous forcent à agir. Donc, on se demande si le projet en question respecte ou dépasse les exigences en vigueur, quelle est la robustesse de la gouvernance du projet, comment on consulte les parties prenantes. Donc, ça, c'est vraiment important à considérer. Et finalement, et c'est le point auquel faisait mention Alix, c'est la mesurabilité. Donc, comment on est capable de définir des indicateurs qui vont parler à tout le monde? De la personne qui est sur le terrain en train de colliger de la donnée, au comité de direction de l'entreprise, à son conseil d'administration, à l'investisseur. Et tout à l'heure, j'utilisais les mots mobile, silencieux, invisible pour caractériser la biodiversité. Mais ça nous montre qu'on peut pas avoir un seul lot d'indicateurs. Dépendamment du projet, dépendamment de la nature du secteur de l'entreprise, on a besoin de considérer, est-ce qu'on regarde plutôt des indicateurs sur l'eau, sur la qualité des sols, sur la restauration écologique. Donc, il faut avoir une vision d'indicateur et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir construire des protocoles de l'indicateur, quels sont les outils d'analyse, quelles sont les données qui vont nourrir ça. Évidemment, ça ne se fait pas en 2-3 jours. C'est une relation qui se construit avec l'investisseur, mais pour moi, ça fait partie de bonnes pratiques. C'est vraiment de l'hygiène de biodiversité, d'être capable de suivre dans le temps et de pouvoir parler un même langage qui n'est pas unique et transversal, mais comme le disait encore une fois Alix, d'être capable d'avoir une vision sur des indicateurs pour chaque investissement pour bien mesurer l'impact au fil du temps. Et est-ce que ces travaux d'évaluation portent sur l'activité de l'entreprise et sa chaîne de valeur voilà, à quel niveau est-ce que vous vous situez dans l'évaluation de cet impact? Bien, nous, à l'interne, on aime dire que Nature Invest en est dans sa version 1. Alors, c'est un outil qui est très parlant, où on peut faire une analyse un peu, si on se met pour les experts en ESG, dans les divulgations,
on a un portrait assez large à compléter, hein, de la gouvernance, des bonnes pratiques, du climat, de la biodive. Ce sont des contraintes de ressources, autant en temps qu'en argent. Alors, cet outil est construit pour être assez rapide, hein, pour donner un scoring en disant, ben voici sur la biodive, selon ces 4 axes-là, on a tel impact mesuré. C'est un outil qui est très parlant lorsqu'on a une empreinte spatiale. Donc, des secteurs comme le développement d'infrastructures, la foresterie, l'agriculture. On a tout de suite une relation avec l'espace, on parlait du MSA, des indicateurs au kilomètre carré, à l'hectare. Donc, lorsqu'on a de la matérialité au premier tiers, ça nous permet d'avoir quelque chose de parlant. Chez nous, et je pense que c'est l'industrie aussi qui essaie de se positionner à ce niveau-là actuellement, c'est qu'on essaie de creuser plus loin. Donc, effectivement, de pouvoir entrer dans les chaînes de valeur, mais aussi de regarder d'autres aspects des vulnérabilités et dépendances avec la biodiversité. On peut évidemment avoir cette relation avec le territoire. Puis là, on peut parler, par exemple, d'une activité qui engendrerait de la perte d'habitat, de la consommation de ressources, de la dégradation d'écosystèmes. Mais lorsqu'on regarde une entreprise, ses activités par rapport à la biodiversité, on a plusieurs risques qui sont liés à ça. Il y a les risques environnementaux, mais aussi des risques financiers, de ne pas s'inscrire dans des bons cadres réglementaires, de ne pas montrer qu'on est de bons joueurs. Ça peut mettre à mal certains investissements. Il y a des risques réglementaires, il y a des risques réputationnels, il y a des risques sur l'accès à des matériaux. Et de l'autre côté, si on regarde les opportunités pour une entreprise, de regarder une prise en compte accrue, mais ça peut, de l'autre côté, donner accès à des financements verts, améliorer la réputation, donner un avantage comparatif au niveau de la concurrence, avoir un impact sur des actifs, sur de la réduction de coûts à long terme. Donc, c'est un panorama qui est assez large. Et je pense que c'est ça, le premier niveau avec lequel considérer, ce sont les risques et les menaces qui sont biotiques et abiotiques, des inondations, des pluies, des espèces de ravageurs, des sensibilités territoriales, mais ce qui va nous amener dans le futur, et à mon avis, mon point de vue bien personnel, c'est que présentement, ça s'accélère, ça va très vite, les outils se développent rapidement avec les nouvelles technologies auxquelles nous avons accès. Donc, cette version 1 que nous avons et que d'autres dans le marché proposent aussi, devra aller beaucoup plus loin dans 2 ans. Je pense que dans 5 ans, on va être rendu dans des outils et des cadres où on va être beaucoup plus loin dans la norme, dans la divulgation. Et c'est tout à fait sain qu'on puisse avoir cette traction du marché qui vient définir et tirer les outils techniques qui nous offrent la bonne lecture. Entendu, merci beaucoup pour ces précisions. Du côté de Greenscope, et donc en complément effectivement de ce qui peut être fait pour évaluer les impacts des entreprises et puis ensuite les sélectionner dans des fonds comme celui de Siena IM, il est primordial de rendre compte aussi des impacts des investissements. Donc Fanny, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment Greenscope accompagne ses clients pour ce faire et puis ce que vous proposez sur ce point? Oui, merci beaucoup Ariane. Et d'abord, je salue le travail qu'ont fait Habitat et Siena Investment ensemble parce que je pense que c'est très impressionnant. Et même si Jérôme, tu dis que c'est une version 1, je pense que humblement, nous aussi, on peut dire qu'on est sur une version 1 hein, sur la biodiversité. De toute façon, le marché est aussi en train de gagner en maturité. Donc, je pense que les outils se développent aussi parallèlement à cette montée, cette prise de conscience collective. Donc nous, de notre côté, on intervient plus une fois que l'investissement est fait, donc pour donner de la transparence sur le portefeuille et pour donner notamment une liste d'impacts et de dépendances en lien avec les entreprises du portefeuille. Donc la difficulté qu'on avait, en fait, c'était de pouvoir quand même apporter une vision assez complète à la société de gestion au niveau de chacun de ces fonds et qu'ensuite elle puisse descendre au niveau des différentes participations pour avoir une échelle d'impact et de dépendance. Donc, il y a 18 services écosystémiques, il y a 5 facteurs
d'impact. Et donc, notre objectif, c'était pouvoir donner de la transparence sur tous ces volets-là. Et Jérôme l'a très bien dit, la difficulté dans la biodiversité, contrairement au climat, c'est que c'est un faisceau d'indicateurs. Et c'est pas seulement juste un indicateur, une trajectoire qu'on peut suivre, mais il faut réussir à avoir cette vision complète tout en ne perdant pas non plus dans le reporting les LPs en communiquant une trop grande variété d'indicateurs qui risqueraient de perdre aussi le souci de transparence qu'on cherchait à avoir en étant relativement simple pour montrer là où il faut se concentrer. Donc l'objectif justement pour nous de proposer une échelle d'impact et échelle de dépendance, c'était de faire ressortir avec un score, avec un pourcentage plus ou moins élevé, les impacts les plus importants, les dépendances les plus importantes, et de pouvoir les pondérer aussi ensuite au niveau du fonds, avec en prenant en compte le montant investi notamment, et donc pondérer ces indicateurs. Donc on s'appuie aussi sur des bases de données évidemment utilisées par les acteurs sur le marché, donc Encore et SBTN qui font référence et qui nous permettent justement de construire cette échelle d'impact et dépendance. Mais évidemment ensuite, bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, Ariane, et je rejoins ce que Jérôme a dit, il faudrait aller encore plus loin et potentiellement regarder sur toute la chaîne de valeur ces impacts et dépendances. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est un proxy biodiversité, donc qui s'appuie sur le secteur de l'entreprise à partir de son code NAS. Mais évidemment, toutes les activités sous-jacentes de l'entreprise et toutes ces activités sur la chaîne de valeur devraient pouvoir être prises en compte. Il faudrait aussi pouvoir faire ressortir les risques. Voilà, donc c'est toutes ces réflexions que nous aussi, on mène pour aller un peu plus loin. Et évidemment, ensuite, on accompagne les acteurs financiers dans leur reporting réglementaire. Donc, on parlait tout à l'heure du reporting LEC 29. Ça fait partie des rapports qu'on peut produire avec les acteurs financiers s'ils le souhaitent. Et donc, justement là-dessus, pour aller plus loin et puis aussi pour bien un peu comprendre l'enjeu, qu'est-ce qui, du point de vue de votre point de vue, fait que la mesure biodiversité, elle est aujourd'hui plus challengeante, et qu'est-ce qui peut être proposé pour les acteurs financiers en termes d'outils pour pour les aider à répondre aux exigences réglementaires, mais pas que, aussi à sélectionner des entreprises plus vertueuses et a priori donc plus résilientes sur ces enjeux. C'est pour moi ou c'est pour Jérôme? C'est pour moi. Ouais, donc, Mais peut-être que Jérôme, vous pourrez compléter juste après. Je pense qu'effectivement, en fait, ce qui est difficile, c'est de réussir à prendre en compte toutes les valeurs en entrée, un certain nombre de variables qui permettent d'avoir une lecture complète de la situation. Donc, par exemple, quand on analyse un portefeuille et qu'on vient donner une liste d'impact et dépendance sur la totalité du portefeuille, finalement, on perd un peu une hauteur de vue sur où est-ce qu'il faudrait se concentrer et qu'est-ce qui est le plus important, quelles sont les activités économiques qui ont le plus d'impact. Donc, c'est peut-être en fait sur la biodiversité, et notamment c'est là où c'est utile de passer par une solution de reporting comme la nôtre, c'est de réussir à créer un modèle de données qui permet d'ouvrir des tiroirs au fur et à mesure, et donc peut-être avoir une première lecture au travers des activités, identifier ensuite si ces activités sont situées engendrent un certain nombre de risques. Regarder en ouvrant les risques si ces risques sont liés à la situation géographique de l'activité ou si c'est d'autres types de risques. Jérôme parlait tout à l'heure des risques de transition, des risques au contraire plutôt liés à la nature. Donc en fait, il y a différents types de risques qu'il faut analyser, et c'est à partir de ça qu'on ouvre ensuite la boîte, qu'on a une idée un peu plus claire des activités qui vont avoir le plus d'impact ou qui vont présenter le plus de risques, et en se concentrant là-dessus, qu'on peut ensuite venir regarder la liste des impacts et dépendances sur lesquels on va devoir se concentrer, parce que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que l'idée, c'est ensuite d'avoir des priorités d'action pour inscrire ça dans une trajectoire, justement, ce qui est le sens de la loi la loi énergie-climat, article 19, et ensuite de mettre des actions correctives pour travailler sur là où l'impact et les dépendances sont les plus importants. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder à l'esprit, réussir à inscrire ça dans une trajectoire et mettre en place les bonnes actions pour avoir un meilleur impact sur la biodiversité et être vertueux. Ouais, effectivement. Et alors, au niveau des actions correctrices, on peut penser à la fois aux démarches d'engagement actionnarial dans le cas de fonds cotés, ou même sur du non coté, d'ailleurs, notamment sur de la dette aussi, et puis aussi éventuellement des actions
peut-être de désengagement, c'est-à-dire de désinvestissement à un moment donné. Donc peut-être là-dessus, Alix, est-ce que tu voudrais nous en dire un mot sur votre politique, notamment au sein de ce fonds? Voilà, qu'est-ce qui se passe quand les indicateurs, quand il y a un petit décrochage par rapport à la cible qui a été fixée? Alors, c'est une excellente question. Alors, donc, nous, on intervient en dette privée pour ce fonds-là. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'engagement actionnarial, hein. On intervient en tant que prêteur. On n'est pas actionnaire, donc on n'a pas évidemment pas on n'a pas de droit de vote, mais on n'a pas non plus le droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Ça, c'est hyper important et c'est la grande différence entre des actifs, des fonds de dette et des fonds equity. Ça marche aussi pour le listé, hein, cette distinction. Donc, nous, en tant qu'acteurs côté dette, ce qu'on fait, c'est qu'on dialogue beaucoup avec l'entreprise, ça on a le droit, donc on dialogue énormément avant l'octroi du prêt. On visite le site, on rencontre l'entreprise, on lui parle régulièrement, on peut la mettre en lien avec des experts. Évidemment, Habitat parle aussi avec l'entreprise. Donc là, il y a tout un dialogue qui est fait avant. Et on peut mettre en place un certain nombre de sujets dans ce qu'on appelle nos covenants financiers. Donc, en fait, c'est dans le contrat qui nous lie en fait, avec l'entreprise qu'on va financer. Donc, ça, on peut le faire et c'est avant l'octroi du prêt. Une fois que le prêt est octroyé, on ne va évidemment pas, si l'entreprise décroche sur un KPI biodiversité, on va pas retirer le prêt parce que c'est des petites entreprises en général qu'on finance. Donc, ça voudrait honnêtement, dans un certain nombre de cas, ça voudrait dire qu'on met l'entreprise en faillite. C'est pas du tout notre rôle. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a mis en place des clauses d'impact. Donc, on l'incite à s'améliorer sur un certain nombre de sujets biodiversité. Et en revanche, on peut aussi aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que on peut baisser le taux d'intérêt quand elle atteint des cibles, mais aussi on peut augmenter le taux d'intérêt quand elle n'atteint pas sa cible. Et en général, chez Siena, on fait moins 50, plus 50. Donc, on a quand même cette influence, cette coercition qu'on peut mettre en place. Mais jamais on ira désinvestir parce qu'elle n'a pas atteint sa cible biodiversité. C'est pas possible, ça. Voilà. Mais en revanche, peut-être pour compléter, Ariane, ce qu'on peut voir, c'est que, enfin, c'est les acteurs financiers, parfois, dans leur thèse d'investissement, excluent certaines activités, en particulier les activités économiques qui vont nuire enfin, qui ne vont pas respecter certaines conventions ou qui vont se situer dans des zones géographiques à risque ou qui vont faire partie des secteurs d'activité qui présentent qui ont un impact négatif le plus fort sur la biodiversité, donc le textile par exemple, tout ce qui va avoir un impact sur la forêt, la pêche, quand il y a des pratiques de pêche qui sont néfastes pour l'environnement. Donc voilà, c'est quelques exemples. Et à l'inverse, les investisseurs peuvent aussi choisir d'aligner leurs activités avec les ODD 14 et 15, donc vie aquatique et terrestre, pour pouvoir inscrire leurs investissements dans une logique de respect de la biodiversité, donc comme le font Siena Investment Manager. Oui, tout à fait. Merci pour ce complément. Effectivement, les politiques d'exclusion, elles ont un rôle clé à jouer en amont des investissements et c'est bien de le rappeler. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup de questions. Alix, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste ajouter un tout petit point sur les politiques d'exclusion. Nous, chez Siena, on a fait le choix de ne pas, pour ce fonds-là, biodiversité, de ne pas ajouter d'exclusion sectorielle parce qu'on considère au contraire que notre rôle, c'est de faire transitionner l'économie vers un monde qui est plus durable et qui est plus favorable à l'émergence de la biodiversité. En revanche, si on a des financements potentiels dans des secteurs qui sont plutôt controversés, tu les citais tout à l'heure, hein, Fanny, par exemple, le textile, la forêt et compagnie. Dans ce cas, on a un cadre qui est très précis et on sait bien nos lignes rouges qu'on ne franchira jamais. Mais ce ne sont pas des politiques d'exclusion en tant que telles et officielles. Ok, bah écoutez, c'est parfait, ça fait exactement le lien avec les questions qu'on a dans le chat. Alors il y en a, elles sont nombreuses, hein, mais si j'essaye en tout cas d'en prendre deux qui me semblent assez intéressantes concernant le fonds qui a été lancé chez Siena. On demande, donc il y a une question qui porte sur la définition de la transition en matière de biodiversité justement, et puis quels sont les référentiels sur lesquels vous vous appuyez pour labeller une entreprise comme étant en transition et puis la rendre éligible dans le second bucket du fonds.
Alors, déjà, quand c'est une entreprise qui n'est pas une solution, solution, on le sait tout de suite, donc ça c'est assez facile à identifier et à labeller comme ça. En revanche, les entreprises qui sont dites en transition, c'est moins facile. Donc, on n'a pas un référentiel qui est extrêmement clair et qui est extrêmement précis. En tout cas, il n'est pas écrit de cette façon-là. On regarde comment l'entreprise se comporte et on regarde la trajectoire qu'elle a envie d'avoir. Et si elle nous dit, si elle vient nous voir parce qu'elle a envie de financer des CAPEX qui vont lui permettre d'avoir un meilleur impact en termes de biodiversité, là, dans ce cas, on ira et c'est comme ça qu'on ira la qualifier d'entreprise en transition. Ok. Et peut-être à terme aussi les CAPEX alignés avec la taxonomie quand ça permet. Enfin, Ouais, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en servir. Les entreprises qu'on finance sont trop petites. Elles calculent pas toujours leur CAPEX, leur OPEX. Donc, ça, pour l'instant, on le fait pas. Ok, entendu. Et sur l'autre partie du fonds, donc les entreprises avec les bonnes pratiques, est-ce que vous pourriez nous donner voilà, un exemple de ce qu'on entend par bonne pratique et puis de la manière dont c'est évalué? Alors, j'ai du mal à vous donner un exemple parce qu'on n'a pas été confronté encore à ce genre d'entreprise. Pour l'instant, le fonds, on l'a lancé en décembre dernier, hein, donc c'est quand même très récent. Ça fait que 2 mois et demi qu'on cherche à le déployer. Donc, j'ai pas d'exemple d'entreprise en bonne pratique. Je peux faire peut-être un parallèle avec des entreprises cotées. C'est peut-être pas mal ça. Et ce qu'on a pu voir quand on a fait notre analyse de marché sur ce qui existait en termes de fonds biodiv, on s'est aperçu que souvent les fonds biodiversité actions listés avaient dans leurs 10 principales lignes, souvent ils ont L'Oréal, souvent ils ont SAP par exemple, et ils ont aussi, si je me trompe pas, ils ont aussi LVMH. Donc pour moi, c'est des entreprises qui mettent en place des très bonnes pratiques d'un point de vue biodiversité, et c'est pour ça qu'elles sont valorisées dans ces fonds-là. Mais pareil, ces bonnes pratiques, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, pardon, mais c'est pas du tout la poche du fonds qu'on a envie de maximiser. Ce qu'on a envie de maximiser, c'est les solutions, c'est la transition. Les bonnes pratiques, c'est si vraiment on n'arrive pas à déployer le fonds. Alors, il va quand même falloir qu'on le déploie parce qu'on a levé 100 millions aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais c'est pas comme ça qu'on se dit qu'on aura l'impact biodiversité le plus fort, malgré tout. Si je peux faire un ordre de priorisation. Oui, tout à fait, entendu. Ouais, mais après, c'est vrai que effectivement, c'est toujours l'enjeu aussi de trouver des projets qui peuvent être soutenus et puis de réussir à avoir le bon timing. Très bien. Peut-être, on a une question qui est un peu plus macro. Peut-être, j'aurais tendance à dire peut-être un peu piège, donc je ne sais pas qui va la prendre. Je vous la lis. Pensez-vous que cette dynamique, donc la prise de conscience des enjeux, le début des solutions, etc., va être ralentie par la nouvelle donne géopolitique actuelle? Le nouveau président aux US, les normes considérées comme des charges et un poids économique. Et quel type d'actions peuvent soutenir cette dynamique dont vous êtes les représentants aujourd'hui? Ouais, je peux me lancer si vous voulez. Parce que j'ai forcément beaucoup de clients qui nous posent la question, qui nous disent est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, enfin, je pense que, bon, après, c'est mon avis très personnel, hein, pour le coup, mais je pense qu'en Europe, on a quand même cette chance d'avoir été assez précurseur. Donc, en fait, c'est une force économique aussi qu'on a et qu'on devrait pouvoir conserver. Donc, en fait, c'est un positionnement à conserver sur le marché en étant suffisamment légitime et fort pour l'imposer aux grandes puissances. Et on voit bien que même si les États-Unis vont un peu à reculons, la Chine avait quand même pris un certain nombre d'engagements, ou en tout cas s'était mis dans cette dynamique en lien avec la durabilité. Bon, ça c'est le premier constat. Et ensuite, je pense que le deuxième constat, d'un point de vue un peu plus pragmatique, c'est de réussir à avoir un discours qui est peut-être plus orienté vers les risques et de montrer à la fois les opportunités économiques qu'il peut y avoir d'investir dans la transition durable, mais aussi les risques de ne pas le faire et réussir à le monétiser. Et en fait, il y a déjà énormément de papiers de recherche qui montrent les impacts économiques d'une non prise en compte de ces risques ou d'une non anticipation à long terme de ces risques. Et donc, c'est là-dessus éventuellement qu'on peut
réussir à convaincre les acteurs les plus réticents. Et puis sinon, mon dernier point, ce serait que même s'il reste des acteurs réticents, moi je pense que tout ça est assez cyclique et qu'en fonction de la conjoncture économique, parfois les acteurs s'y intéressent, parfois ils s'y désintéressent. L'objectif, c'est de pouvoir garder une ligne, en tout cas à l'échelle européenne, ferme sur ces sujets et continuer à avancer pour les acteurs qui sont convaincus. Et je suis sûre que ça nous rendra service par la suite. Juste pour ajouter, moi je suis en ligne directe avec ce que dit Fanny. Je dirais, peut-être pour donner le point de vue du Canada, dont la grande partie des exportations se font aux États-Unis, donc le niveau d'inquiétude est très, très élevé ici. Évidemment, il y a de la distraction qui se dit dans des différents discours. On devrait revenir aux énergies fossiles, déréglementer. Mais je pense que c'est vraiment au niveau du bruit dans le paysage que fondamentalement, les acteurs qui le font pour les bonnes raisons, ce sont des raisons qui sont construites sur le temps, qui sont construites aussi sur une compréhension des vulnérabilités, des risques. Lorsqu'on parle, par exemple, à des acteurs énergétiques ici, peut-être que les acheteurs ne voudront pas voir les mêmes éléments ESG au niveau américain, mais lorsqu'on parle de barrages hydroélectriques, lorsqu'on parle de production d'énergie, les risques climatiques, éventuellement une meilleure compréhension des risques biodiversité, c'est une nouvelle réalité. Donc, on est vraiment dans les pratiques d'affaires, on est dans la stratégie, on est en train de construire des protocoles à l'interne avec les indicateurs, les modèles, les prises de données qui informent à l'intérieur de l'entreprise, qui informent les actionnaires. Alors pour moi, c'est l'effet que ça pourrait avoir, c'est d'enlever des acteurs qui ont un potentiel d'être dans l'éco-blanchiment, de pouvoir prendre une dynamique climat, biodiversité parce que le vent souffle dans cette direction. Si le vent souffle dans l'autre, on en prend, on change un peu la vision. Donc, je pense que fondamentalement, il n'y a pas réellement de risque pour ceux qui sont engagés dans cette voie-là, dans tout le spectre, dans tout le paysage des acteurs de l'ESG et de la soutenabilité. Ok, donc un message plutôt rassurant. Et puis effectivement les gens, vous avez travaillé, Jérôme, avec Sienna IM, mais vous travaillez aussi avec d'autres types d'acteurs qui peuvent aussi vous donner, j'imagine, un autre point de vue, notamment avec les collectivités. Peut-être si vous pouvez nous en dire un mot pour conclure cette table ronde sur la manière dont vous les accompagnez aussi du côté Habitat. Oui, au Québec, nous travaillons avec le Fonds des travailleurs. Donc, c'est le deuxième fonds de pension en importance au Québec, le Fonds de solidarité FTQ. Et donc, eux, la volonté, c'est d'accompagner les entreprises en portefeuille. Donc, on est dans une autre perspective ici de qualifier l'investissement. L'autre perspective, c'est de dire, nous sommes un actionnaire important de plusieurs entreprises et nous voulons les accompagner dans différentes dimensions. Donc, c'est une approche qui avait été faite pour le climat il y a environ 5 ans avec la construction de cohortes. Donc, une première liste de 5 entreprises qui devient 15 et qui devient une pratique généralisée dans des secteurs au fond. Donc, on a créé cette même animation-là sur les questions de biodiversité. Ça nous amène à être beaucoup plus patient, je dirais, dans la solution, d'y aller par étapes. Et cette construction-là se fait d'abord par une compréhension de l'entreprise, où elle est, d'y aller par des formations à plusieurs niveaux de l'entreprise et ensuite de bien comprendre quels sont les besoins, de poser les bonnes questions pour définir les indicateurs pertinents, les données disponibles et ensuite s'en aller dans des étapes un peu plus structurelles et structurantes. Donc, c'est l'approche que nous avons ici avec des entreprises dans le secteur de la construction, dans le secteur forestier, agricole, où on n'a pas le même niveau, je dirais, d'acuité réglementaire. Il n'y a pas les mêmes cadres en Amérique du Nord versus les cadres européens. Donc, on est plus sur des approches volontaires. Mais ça part souvent de gens dans les entreprises, autant de la direction que un personnel experts professionnels qui voient la tendance, qui voient les risques et les opportunités liées à l'entreprise, mais aussi où s'en iront les ententes internationales qui deviennent des cadres, qui deviennent des perspectives réglementaires. Donc, c'est vraiment d'être
d'être dans la capacité de dessiner une feuille de route et de faire des gains récurrents, des petits pas, mais qui nous amènent dans quelque chose qui est consolidé et qui devient un acquis pour l'entreprise. Et je pense que pour un investisseur, c'est un très, très bon modèle d'impact aussi de voir quelles sont mes entreprises en portefeuille dans lesquelles je serai un capital patient, dans lesquelles je veux m'investir et je veux construire une solution qui pourra ensuite aussi être copié-collé dans d'autres secteurs ou d'autres entreprises du même secteur. Donc, je pense que pour une perspective organisationnelle, pour des investisseurs, il faut choisir sa stratégie. On peut être à très haut niveau, on peut être dans l'indiciel, dans le sectoriel, ou on peut être dans une approche corpo qui est tout aussi valide. Et autant pour une entreprise que pour un investisseur, c'est de faire des gains, d'être pas à pas et s'amener dans ce chemin. Ouais, c'est intéressant, je trouve, effectivement, de finir aussi sur cette idée parce que les deux approches, donc l'approche que vous venez de détailler, qui est donc plutôt une approche bottom-up finalement, d'aller rencontrer l'entreprise, les dirigeants, de construire une feuille de route, elle est très complémentaire aussi avec l'approche qui a été la première mise en œuvre sur les marchés et donc sur l'investissement, donc une approche plutôt par modélisation avec les indicateurs d'impact qu'on connaît et qui ont aussi leur avantage, notamment dans les cadres de reporting, mais qui se complètent bien quand même avec, je pense, ce que vous avez présenté du côté Habitat et Sienna. Alors, je voulais vous remercier tous les trois pour cette table ronde aujourd'hui et pour être venus nous raconter un petit peu, enfin nous faire des retours d'expérience de vos différentes pratiques sur le thème de la biodiversité. J'espère qu'on a répondu à la majorité des questions du chat. Et puis pour un petit mot de conclusion, je voulais redire une phrase que j'ai notée tout à l'heure, qui a été prononcée par Jérôme, et qui est: dans une route chaoteuse, il faut avoir des partenariats solides. Je trouve que c'est c'est un bon état d'esprit de se dire que face à un sujet très complexe, il faut travailler ensemble. Et c'est vraiment l'idée aussi, enfin, se faire des partages de connaissances et puis monter en compétences collectivement. Et je pense que c'est aussi l'idée de cette table ronde aujourd'hui. Et j'espère qu'en cela, elle vous a été utile à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, Ariane, pour la modération. Tout le monde. Merci Ariane. Merci Finance Innovation. Merci à tous les intervenants pour ces discussions de qualité enrichissantes sur un sujet clé de la finance durable. Merci à tous les participants aussi d'avoir suivi cette table ronde et posé des questions pertinentes. Vous pourrez retrouver cet événement sur notre chaîne YouTube et tous les événements organisés par Finance Innovation sur notre site internet et sur notre LinkedIn. Donc à très bientôt et très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.